Bonsoir Josette. Bonsoir Vincent, Bonsoir. merci de m'accueillir sur ton site. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci de venir ce soir nous parler de Feng Shui Oui, Feng à Shui. à une période où on a tout le temps de s'occuper de chez soi. Oui, où on en a encore plus besoin que jamais en cette période, justement. Ravi de passer donc cette heure avec toi. Est-ce que pour commencer, tu pourrais s'il te plaît te présenter? Oui, alors je suis Josette Bouvier, connue un petit peu sur les réseaux sociaux sous le nom de Madame Feng Shui. Voilà, donc j'habite à Sifour-les-Plages, près de Toulon. Donc je travaille en principe sur la région PACA, mais je peux aussi, bien entendu, travailler dans toute la France. Mais bon, comme je le dis à mes clients, il y a plus de déplacements que de frais de prestations de consultation. Donc il vaut mieux qu'ils aient affaire à un consultant de leur région. Voilà pour l'identité. Ensuite, pour vous dire un petit peu mon parcours, S'il je te suis plaît. un ancien agent immobilier pendant quand même une trentaine d'années sur la région. Et puis, c'est ce qui m'a amené petit à petit à faire du homestaging, c'est-à-dire aider les clients à vendre leur maison en leur montrant ce qui n'allait pas et ce que l'on pouvait améliorer pour vendre plus rapidement leurs biens. Et ça m'a amené tout doucement vers le feng shui par des lectures d'abord. Et quand j'ai commencé à aller un peu plus profondément dans ces lectures, je me suis aperçue que c'était exactement ce que je voulais faire. Donc j'ai abandonné l'immobilier et je me suis lancée dans les études de feng shui. Voilà. Donc un premier diplôme en 2002 avec Trinen Guillem de Genève, qui est une école de feng shui de Genève. Et puis en 2003, j'avais prévu un voyage en Chine avec un grand maître sur la route de Pékin. Et puis il y a eu déjà à l'époque, il y avait déjà une pandémie en 2003 avec la grippe aviaire. Et donc, je n'ai pu partir qu'en 2004. Mais ça fait rien. Le voyage s'est passé sur 2 mois en Chine avec des personnes extraordinaires. Et là, sous la houlette de maître Ronald Douglas Chin, qui est architecte à New York, mais aussi grand maître feng shui, donc, j'ai eu mon second diplôme. Voilà pour mon parcours, on va dire, initiatique. Et après, à mon retour en 2004, mon retour de Chine, j'ai commencé à donner mes premières conférences et puis à me lancer dans les consultations qui n'ont fait que depuis 15 ans, n'ont fait que bien sûr augmenter et me faire rencontrer de belles personnes, de belles âmes, comme je dis, parce que ma clientèle n'est faite que de gens absolument merveilleux, des personnes lumière. Voilà. Alors, dans ton parcours, ce qui t'a permis d'en arriver à vraiment à te lancer, j'ai eu vent d'une anecdote au sujet de ta fille. Est-ce que tu peux nous Ah dire oui, quel rôle ben est... justement, comme quand je m'occupais d'immobilier et de homestaging, ma fille un jour arrive pour mon anniversaire et m'offre un livre sur le feng shui que je ne connaissais absolument pas. Et alors là, ça a été la révélation. Mais le feng shui, les gens faisaient depuis des années sans savoir que ça s'appelait le feng shui. Donc il y a une question d'intuition, il y a une question de bon sens. Et une fois ce livre terminé, ce premier livre terminé, j'ai refermé le livre et j'ai dit, bon, maintenant j'ai compris, il faut que je fasse des études et que je puisse m'exprimer à travers cette science qui est bien sûr ma philosophie de vie et surtout une très grande passion. Super. Alors, est-ce que tu peux maintenant nous définir finalement ce que c'est que le Feng Shui? D'où ça vient, les origines? Alors, l'origine, au plus profond, ça vient de l'Inde, mais peu de personnes le savent. Ce sont les Chinois qui se sont un petit peu emparés de cette science et l'ont amenée au fin fond de la Chine, surtout les empereurs qui s'étaient aperçus que si une sépulture de leurs ancêtres était installée dans des endroits vraiment très recherchés, prédominants, à l'abri des vents, bien ensoleillés, ils s'apercevaient que plus cette sépulture était bien placée, plus ça émanait sur leur vivant de très bonnes choses. Ça a commencé comme ça. Ils ont le feng shui, c'est bien sûr le vent, le bois, la terre, le métal, l'eau, ce sont les 5 éléments. Et mis dans un certain équilibre, on s'aperçoit que ça apporte beaucoup de bienfaits sur le lieu que l'on étudie. Donc au départ, voilà, oui, c'est parti de l'Inde, puis en Chine. Et en Chine, ça a fait son chemin.
pour arriver très, très, très tardivement, parce que ça a mis quand même 5000 ans pour arriver en Occident quand même. 5000 ans. Oui. Mhm. Et donc, c'est une pratique qui date de 5000 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Comment ça a évolué? Euh, Alors ça a évolué tout doucement, hein, parce qu'il faut savoir que tous les écrits de Feng Shui, en Chine, déjà sous Mao, ça a été interdit. Les maîtres Feng Shui étaient recherchés, étaient emprisonnés. Tous les livres ont été recherchés pour être brûlés. Donc la science a évolué de bouche à oreille seulement. Il n'y avait aucun écrit. Ça a commencé, les premiers écrits ont été traduits, bien entendu, ont été traduits en anglais. Ce qui fait que c'est arrivé beaucoup plus rapidement dans les pays anglo-saxons et aux États-Unis que chez nous en Europe. Chez nous en Europe, c'est arrivé peut-être dans les années, on va dire 90, 80, 90, mais c'était ouais. le balbutiement du feng shui. Tout le monde se demandait ce que c'était, une science ésotérique, un art martial, enfin des tas de choses. Et alors que c'est quelque chose qui est très cartésien, c'est quelque chose qui est, c'est une science, pas exacte comme toutes les sciences, mais c'est une science. Voilà comment c'est arrivé jusqu'à chez nous. Super. Et donc j'ai lu en préparant que finalement donc le Feng Shui cherche à optimiser les flux du Qi. Oui, C'est comme ça qu'on dit? oui, chi. Voilà. Donc Ok. le chi, ben, qu'est-ce que le Donc chi? voilà, qu'est-ce que Le c'est que le chi, Qi? c'est l'énergie vitale. On peut l'appeler le ki, on peut l'appeler le prana, suivant les ethnies. Chacun a son nom différent. Bon, nous, on va parler de chi quand souvent je vais chez des personnes qui sont plus réfractaires un peu au terme franco-chinois, on va dire, j'utilise carrément l'énergie vitale parce que chez Mhm. nous, en Europe, c'est l'énergie vitale. Donc l'énergie vitale, elle nous vient d'où? Elle nous vient de l'univers, bien sûr, ce sont les énergies cosmiques. Et ce chi, ou cette énergie vitale qui nous vient de l'univers, elle enveloppe toute la planète. Elle enveloppe la flore, la faune, toute la nature. Elle enveloppe les êtres humains. Elle enveloppe tout. Cette énergie, il faut qu'elle passe le plus harmonieusement possible, de façon à baigner les gens et les régénérer. Si vous avez un mauvais chi, vous aurez une mauvaise santé. Vous pourrez avoir un mauvais travail. Vous aurez... Puis en plus, il y a un circuit. Si vous êtes en mauvaise santé, vous aurez un mauvais travail. Si vous avez un mauvais travail, vous n'aurez pas de possibilité financière. Et ainsi de suite. Si vous ne travaillez pas, vous aurez une mauvaise renommée. Si vous avez une mauvaise renommée, vous ne pourrez pas trouver quelqu'un sentimentalement. Si vous ne trouvez pas quelqu'un sentimentalement, vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Et si vous voulez, c'est tout un circuit comme ça, qui fait qu'à la base, il faut avoir une bonne santé, un bon fluide qui nous vient de l'extérieur et qui baigne l'être humain. Voilà. Et le feng shui, c'est ça. C'est pouvoir jouir de manière saine de cette énergie qui nous enveloppe. D'autant plus en cette période de pandémie où on a besoin de ne pas se laisser envahir par cette psychose, ce climat anxiogène, et fabriquer des bons anticorps pour avoir un taux vibratoire déjà élevé mentalement. Mais si vous avez un taux vibratoire élevé, ça va rejaillir sur votre système auto-immunitaire, ce qui fait qu'obligatoirement, vous serez plus apte à combattre la maladie qui nous entoure en ce moment. Euh, tu parles d'énergie vitale et tu as l'air de parler donc d'immunité d'être humain. Euh, mais ce chi qu'on cherche à optimiser dans le feng shui, il n'est pas lié plutôt à l'habitat? Ah non, pas qu'à l'habitat. Pas qu'à l'habitat. Non, non, non. Le chi, comme je te l'ai expliqué, c'est toute la planète qui baigne dans le chi. Il faut qu'il Mais soit dans le fort. feng shui, on s'attache plutôt à... C'est un petit peu le tort des gens de penser que c'est que l'habitat, c'est que l'intérieur. Non, moi personnellement, quand je pratique une consultation feng shui, mes clients le savent, je commence toujours par pratiquer le feng shui de l'extérieur. On va parler géographiquement, on va parler topographiquement. C'est-à-dire, je prends l'habitation, mais je la prends dans son quartier. Je prends cet habitat dans son environnement.
c'est-à-dire je commence à faire l'habitat aussi de la région, puis de la ville, puis du quartier, puis j'arrive directement après dans la maison. Mais avant de faire la décoration, dire vous devez mettre ça là, non, avant je prépare déjà et j'indique bien votre maison, elle est située dans une vallée, en haut d'une montagne, au croisement d'une route. Est-ce qu'il y a une église? Est-ce qu'il y a un cimetière? Est-ce qu'il y a des lignes à haute tension? Voilà, toutes ces choses-là. Si vous habitez au bord de la mer, une maison qui est au bord de la mer, vous n'allez pas avoir la même qualité de chi qu'une personne qui va avoir un appartement au 10e étage dans une cité. Vous êtes bien d'accord avec moi? Voilà. Donc, il y a tout le contexte, tout l'environnement à prendre en compte. Oui, totalement. Voilà, c'est-à-dire Le vrai que... feng shui, c'est surtout ça. C'est l'environnement Ouais. extérieur. Et après, on vient à l'intérieur. Et là, on fait une sectorisation. Et on explique aux clients que dans l'habitation, on a 8 secteurs. On a 8 secteurs. Donc, on pose le bagua, qui est... Bon, là, je vais vous faire un cours de feng shui, mais c'est un carré que je pose sur le plan de l'habitation, ou du bureau, ou du commerce, ou de l'espace extérieur. Je pose un carré qui me permet de diviser la surface à étudier en 8 zones. Et ces zones, elles sont Alors, on déterminées. rentrera dans la pratique peut-être un peu plus D'accord, oui. tard. Ça te convient? D'accord. Ouais. Ah oui, tout à fait. Ouais. Pour continuer à expliquer, à comprendre, donc tu as parlé d'environnement. Ça veut dire que le chi a un comportement en fonction de l'eau, du vent, de la terre, des 5 éléments, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. De Tout quelle à fait. Le façon? chi. De quelle façon? Nous avons en feng shui ce qu'on appelle le cycle constructif. Mhm. C'est-à-dire que l'eau va engendrer la terre va engendrer le bois va engendrer le feu va engendrer le métal et le métal l'eau, et ainsi de suite. Ça, c'est un cycle constructif. Après, on a un cycle où les éléments se tiédissent les uns avec les autres. C'est-à-dire que dans un sens, vous renforcez, et si vous prenez les éléments dans un autre sens, vous allez les atténuer. Et si vous les mettez en diagonale, alors là, ça ne va pas du tout. Voilà. Mais l'énergie se compose justement de ce fameux chi qui, par les éléments de la nature, permettent d'augmenter le potentiel dans les secteurs de vie que nous pouvons avoir suivant les personnes. Un secteur de vie qui est un petit peu pathogène, et ben, on arrive à soigner. Je parle de l'habitat, hein, pas de la personne. Je ne me prétends pas docteur, je n'agis pas sur les personnes. C'est l'habitat, une fois qu'il est feng shuisé, qui doit justement se reporter après, donner ses bienfaits aux personnes qui habitent le lieu. Super. Est-ce que on parle souvent aussi de yin et de yang? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que ça joue en feng shui? Bien sûr. Le yin et le yang, après les 5 éléments, ce sont vraiment deux choses très très importantes. Parce que le yin et le yang ne sont pas du tout le contraire l'un de l'autre, hein. Ce sont des complémentarités. Bien sûr. C'est-à-dire dans tout yin, il y a du yang et dans tout yang, il y a du yin. C'est comme le jour par rapport à la nuit ou alors des sentiments négatifs par rapport à des sentiments positifs. Donc le yin et le yang sont très importants. En consultation feng shui, je détermine si une personne est plus yin que yang. Si c'est le cas, il va falloir lui apporter du yang dans son habitation. Si elle est plus yang, on va apporter du yin de façon à l'équilibrer. Donc, très important le yin et le yang, très important. Super. Alors, maintenant qu'on a tous ces éléments, qu'on commence à comprendre quels sont les enjeux, ce qui se passe, explique-nous comment se déroule une séance, on peut appeler ça comme ça? Une expertise feng shui. Une expertise feng shui. Merci Josette. Voilà. Alors, quand le client m'appelle pour une expertise feng shui, la première chose, malgré que certains le fassent par correspondance, même on est tenté de le faire là en cette période de confinement, mais je ne suis pas pour du tout. Rien ne vaut un ressenti sur place et surtout pouvoir prendre en compte tous les extérieurs de l'habitation. Donc il y a toujours une première visite. Il y a une première visite.
La première visite, bon, il y a déjà un entretien. Ça permet de savoir quelles sont les aspirations de la personne, ce pourquoi elle a demandé une expertise. Mais de toute façon, même si elle ne me dit pas la vérité, une fois que j'aurai posé mon bagua, la maison me parlera. La maison, l'appartement, le commerce, ça me parlera. Donc, je fais des relevés, un relevé de plan déjà pour commencer. Si c'est une maison, nous avons le soleil qui circule tout autour de la maison, donc il est important de prendre l'école de la boussole. C'est-à-dire, je vais relever la direction cardinale de la porte d'entrée. Et c'est elle qui va me permettre de poser mon bagua et de voir où se trouvent les 8 secteurs différents de l'habitation. Est-ce que tu Si en as un là de bagua? Oui, bagua, j'ai ma boussole géomantique. Allez, La montre-nous. boussole géomantique, voilà, c'est cet objet, Super. voilà, qui me sert. Ça, là, nous avons une partie qui tourne, voyez. Ça me permet de régler par rapport à la direction de la porte d'entrée, ensuite, les différents pictogrammes. Celui-ci est en chinois, bien sûr, parce qu'il est d'origine de là-bas. Mais après, on peut se servir aussi d'une simple boussole pour avoir la direction cardinale. Voilà. Et quand on a la direction cardinale, ça nous permet de poser nos secteurs. Si c'est l'école de la forme, ça sert pour les appartements et les commerces. Donc là, on partira de la porte d'entrée. Peu importe le nord, peu importe le sud, on partira de la porte d'entrée. Alors, je rappelle quand même aux personnes qui nous écoutent, je reconnais que ça va peut-être être un peu compliqué, parce que j'essaye de vous résumer en quelques minutes ce que moi j'ai appris en même plusieurs années. Donc, c'est quand même assez réducteur. Donc, vous pouvez aller sur mon site de façon à avoir plus d'explications, bien entendu. Voilà, donc pour en revenir à, nous en étions, la façon dont je procédais pour l'expertise. Donc je vais chez le client, il y a l'entretien, il y a les prises de mesures, soit cardinales, soit les mesures aussi largeur de la porte d'entrée, c'est très intéressant aussi. Et puis toutes les entrées du chi. Combien y a-t-il de fenêtres, combien y a-t-il de portes? Souvent, il y a plusieurs portes. Il faut définir avec le client quelle est la porte qui est la plus utilisée. Parce que même si c'est une porte arrière, même si c'est une porte par un garage, même si c'est une porte secondaire, si c'est celle-là qui est la plus utilisée, c'est celle-là qui nous permettra de poser notre bagua. Non pas la porte d'entrée qui, des fois, donne sur un perron, mais que les gens n'utilisent jamais. Voilà. Donc après, je reviens à mon petit bureau, je me mets devant mon ordinateur, et là, je commence mon expertise. Et une fois que mon expertise est terminée, je fais une expertise. Mes expertises sont écrites, bien entendu, et je remets des manuels à peu près une quarantaine de pages. Donc, c'est très, très pointu. Donc, tu Et une utilises fois que des c'est outils fini, spécifiques sur ton ordinateur? Tu as un logiciel ou j'ai créé un logiciel. Oui, tu as j'ai créé. créé un logiciel? Oui, 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 c'est-à-dire c'est un logiciel que je me suis fait de façon à, suivant l'école, soit de la forme, soit de la boussole, je retrouve à chaque fois mes 8 secteurs, la trame de mes 8 secteurs. Donc, le plus difficile dans une expertise, c'est de faire la sectorisation, c'est-à-dire de déterminer où vont se trouver mes 8 secteurs dans la maison. Parce qu'on ne découpe pas n'importe comment. Certains découpent un simple carré et puis on met 2 barres au milieu et on a notre sectorisation. Non, non, non. Moi, je pratique en prenant en compte les murs intérieurs de l'habitation. C'est ce qui va me déterminer si j'ai, par exemple, un grand secteur prospérité ou si j'ai un petit secteur carrière. Ça va le déterminer parce que aucun appartement ou aucune maison n'est faite de la même façon. Donc, les secteurs seront différents. Si en posant mon bagua, je vois qu'il y a le secteur amour est assez petit, je comprendrai que dans la maison, il y a un problème de relationnel. Et ça se justifie à 95%, ça se justifie après quand je parle avec les clients. Ça se vérifie. Je veux dire que le bagua ne ment pas, c'est ça? Une fois que j'ai posé mon bagua, je vois s'il y a des difficultés financières, s'il y a des difficultés de couple. Je peux le voir avec le bagua une fois que j'ai étudié la maison ou l'appartement ou le commerce. Je vois où sont les difficultés parce que les secteurs parleront d'eux-mêmes. Ils seront ou petits, ou grands, ou mal placés, ou manquants carrément. On peut avoir des secteurs manquants. Ou alors on peut avoir des extensions. L'extension, c'est bien parce qu'on double tout, là. Tous les secteurs sont doublés.
Voilà. Et donc, je remets mon rapport, mais quand je remets mon rapport, là, je le remets avec, j'explique au client, Bien sûr. secteur par secteur, tous les remèdes que l'on peut apporter pour rendre l'habitation absolument équilibrée, en harmonie et qui correspondent à leurs attentes. Et après, il y a un suivi, bien sûr. Moi, mon suivi, il est à vie. Je suis mes clients à vie, il n'y a pas de date. J'ai encore des clients qui me demandent des conseils. J'ai fait des consultations 10 ans en arrière. Ils savent Ça, c'est toujours ton pas. professionnalisme, c'est ta personnalité, Bah, c'est surtout ma ta passion passion. pour le feng shui. Ouais, c'est Mm, ma mm. passion pour le feng shui. Ouais. Alors, avant de continuer à nous partager ta passion, il y a une question de Mamzelle dans le live pour revenir sur le yin et le yang. Elle demande comment arrive-t-on à équilibrer le yin et le yang dans notre maison? Alors, on l'équilibre. Il faut d'abord avoir un ressenti et trouver le baromètre du yin et du yang. Y a-t-il trop de yin? Y a-t-il trop de yang? Bon, effectivement, s'il y a trop de yin, on va essayer de remonter le yang de façon à ce qu'on ait un équilibre. Et vice-versa, tout simplement. Alors, par exemple, on prend une chambre d'enfant. Une chambre d'enfant, l'enfant est très, très, très agité. Donc, on va dire l'enfant est yang. Et pour calmer cet enfant, on va mettre autour de lui, dans sa chambre, on va absolument mettre des choses, de la décoration, des objets, un environnement yin, de façon à calmer l'enfant. Si on arrive dans une chambre d'enfant qui est très agitée, qui a des beaux murs rouges, qui a plein d'objets pointus autour de lui, des choses comme ça, ou alors beaucoup de... j'ai vu dans une chambre d'enfant un jour comme des bandes dessinées sur le mur, mais ça faisait beaucoup, beaucoup d'informations. Et l'enfant, le soir pour s'endormir, c'était un petit peu agressif. Il y avait trop d'informations pour son petit cerveau. Donc, je leur ai proposé de repeindre la chambre dans des couleurs plus suaves, d'enlever surtout toutes ces bandes dessinées, d'enlever certains objets pointus, le bureau qui était simplement mal positionné, ça faisait un angle vif qui pointait vers le lit de l'enfant. Et c'est vrai qu'au fil des semaines, l'enfant a eu un sommeil beaucoup plus récupérateur. Voilà, c'est un exemple. Un Un exemple, exemple. ouais. Je pourrais vous en citer des centaines d'autres. Hmm. Euh, Tu parlais donc de l'aménagement, pas que intérieur, aussi extérieur, que tout avait un lien. Est-ce que dans ta pratique en Feng Shui, on s'attache aussi à aller un peu plus loin, comme en géobiologie, géobioénergie? Est-ce que Alors, c'est vrai que les consultants Feng Shui, en principe, se contentent voilà, de s'occuper de ce qu'il y a au-dessus du sol. C'est comme Hmm, ça que j'ai eu mes cours. Moi, on me disait, on s'occupe de ce qu'il y a au-dessus du sol. Bon, moi, personnellement, au fil des années, je me suis aperçue qu'il y avait des pathologies qui ne disparaissaient pas malgré un bon feng shui. Donc, ça m'a amené à me poser des questions et aller voir plus loin. Alors, quand je dis plus loin, c'est plus profondément, on va dire. Donc, la radiesthésie et la géobiologie, oui, à mon avis, tout consultant feng shui doit aussi pratiquer une certaine forme de radiesthésie. Ou alors, moi, ça m'est arrivé, dans des cas assez compliqués, me faire aider d'un géobiologue hmm. ou d'un radiesthésiste. Parce que je pars du principe que chacun a sa spécialité, va à fond d'un savoir ou d'une connaissance. Il ne peut pas non plus avoir plusieurs disciplines. Donc, ça m'est arrivé de faire appel à un géobiologue ou un radiesthésiste, mais il y a quand même des bases que j'ai acquis moi-même, c'est-à-dire le maniement des baguettes, ou pouvoir reconnaître un réseau Hartmann, réseau Curie, des failles telluriques, un réseau d'eau souterrain. Ça, c'est le genre de choses que quand même un consultant doit savoir. Après, on prend aussi en compte certaines choses comme tous les champs électromagnétiques. Dans le temps, voilà, ce qui est l'évolution du feng shui par rapport à quelques siècles en arrière et maintenant, c'est que bien entendu, maintenant on a toutes les nouvelles technologies et il faut en tenir compte dans nos consultations Feng Shui parce qu'il y a trop de perturbations par rapport au réseau Wi-Fi, par rapport aux lignes à haute tension,
au champ électromagnétique. Donc, il faut tenir compte de ça, tous les électroménagers, les plaques à induction, les fours à micro-ondes, tout ce qui dégage des énergies qui peuvent être Hmm. pathogènes. Mais tous ces éléments électroménagers, par exemple, on peut agir dessus. Par contre, si tu te rends compte qu'il y a un puits d'énergie, un vortex, un courant quelconque, comment tu vas pouvoir Alors, moi, personnellement, j'ai eu modifier ça, l'exemple faire quelque chose? dans mon jardin. J'ai eu un arbre qui poussait. euh, il- L'arbre partait de mon jardin et tout le reste du tronc, il penchait. Et c'était un abricotier et tous les abricots étaient sur la rue. Et je n'avais rien. L'arbre, il penchait tellement qu'il passait par-dessus ma barrière et qu'il allait dans la rue. Donc, j'ai fait venir un géobiologue et il y avait une cheminée cosmotellurique qui se trouvait au pied de l'arbre. Mhm. Donc, il a fait ces opérations que moi, je n'aurais pas pu faire. Ça, je n'aurais pas pu le faire. Lui, il l'a fait. Et il a donné des abricots dans mon jardin la saison suivante. Formidable. Oui, oui. Donc là, quand on a vraiment affaire à des pathologies aussi pointues, il faut vraiment faire agir un professionnel. C'est important. Mais enfin, un bon consultant feng shui doit quand même savoir reconnaître ces pathologies et surtout, s'il ne peut pas y remédier lui-même, faire intervenir une personne compétente. Hmm. Ok. Pour l'extérieur. Et donc, Oui, toi, je vois que derrière toi, c'est super harmonieux, c'est plutôt coloré, lumineux, souvent arrondi. oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en Feng Shui donc quel va être l'impact des formes, des couleurs? Qu'est-ce qu'on va plutôt utiliser à tel endroit ou à d'autres? Alors, lorsque je pose mon bagua, que je fais la sectorisation, il faut savoir que chaque secteur correspond à un élément. Alors, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, à l'est, nous avons le secteur santé-famille. Santé-famille, l'élément, c'est le bois. Alors, bien sûr, quand je vais donner mon rapport, je vais demander aux personnes qu'elles mettent le plus possible d'objets en bois. Mais des fois, les personnes ne veulent pas. Elles ont un intérieur très high-tech avec du métal, des choses comme ça. Alors, je dis, mais ce n'est pas grave. De toute façon, vos goûts doivent toujours primer. Parce que le but d'une consultation Feng Shui, c'est d'harmoniser un intérieur. Donc, si je me fais mettre aux gens des objets en matière ou en couleur qu'ils n'aiment pas, ça ne sera pas harmonieux pour eux. Mhm. Donc, ce qui est important, c'est de correspondre Feng Shui et goût du client aussi. Donc, pour en revenir à notre élément, là, nous avons donc à l'est, santé famille, le secteur, c'est donc l'élément bois. Donc, le bois, si on ne peut pas mettre la matière, à ce moment-là, on va mettre la couleur. La couleur du bois, c'est le bleu, ou le marron, ou le vert. Donc, ça fait quand même une panelle. Quand je dis une couleur, c'est toute une panelle, hein, c'est-à-dire du bleu ciel en passant par le bleu turquoise, le vert c'est pareil, vert émeraude en passant toute la gamme des verts, voilà, le marron ça part du beige, ça va jusqu'au taupe, enfin. Donc on a quand même une palette de choix de couleurs qui est très très étendue. Donc si on ne prend pas la couleur, on prend la forme, si on ne prend pas la forme, on prend la matière. Mais ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait un de ces trois critères qui soit dans le secteur correspondant à l'élément. Mhm. Voilà. Dans un but d'harmonisation de l'intérieur. De l'intérieur. Alors, si on veut vraiment, si Et- on fait appel à un expert feng shui, c'est qu'on veut apporter l'équilibre des éléments, parce qu'on sait Mhm. que le feng shui travaille avec les 5 éléments. Donc, on veut qu'il y ait un équilibre et qu'il soit dans le bon ordre, c'est-à-dire que Mhm. chaque élément va nourrir l'élément qui lui vient après. Mhm. Donc, le bois, après, on va changer, on va passer au feu. Le feu doit être présent dans la maison. Bien sûr, il n'est pas question de dire on va allumer un brasero au milieu de la pièce, hein, mais bon, Pas pareil. le feu, ben, ça peut représenter la cheminée, ça peut être un simple radiateur, ça peut être des bougies, voilà, des choses très simples. Mhm. Et si vous n'avez pas tout ça, ben, vous pensez à la couleur du feu, c'est le Mhm. rouge. À ce moment-là, on a toute une palette. Et au-delà de l'harmonisation, tout à l'heure tu parlais d'enfants agités, de conflits, et ainsi de suite. Est-ce qu'il va y avoir un lien entre les matières, les couleurs et réussite professionnelle, amour,
Oui, Voilà, oui, bien sûr. ouais. Oui, oui, oui. Par exemple, on prend le secteur relationnel. Secteur Mm. relationnel, c'est l'élément, c'est la terre. C'est la terre. Alors, comme je disais dans une petite vidéo que j'ai faite ces jours-ci, c'est pas question d'aller mettre un petit tas de terre au milieu de votre salon. À ce moment-là, on prend des pots, on prend de la faïence, on prend de la porcelaine, on prend des objets qui sont dans ces matériaux, dans ce matériau-là. Et puis, il y a la forme qui est la forme carrée. Et puis, il y a tout la symbolisme. Donc, la symbolisme, vous avez, moi, chez moi, j'ai un joli tableau qui représente un couple. Vous pouvez très bien mettre ça. Voilà. Mais il faut que votre cerveau, quand il voit l'image qui correspond à ce que vous désirez, votre subconscient l'enregistre et il l'attire. On rejoint un peu la loi de l'attraction. C'est-à-dire, voilà, si vous passez devant l'image d'un joli couple enlacé, bah, votre cerveau, il va se mettre en route et vous aurez une pensée positive. Et cette pensée positive sera attirée. Et comme on est attiré, de toute façon, nos pensées attirent ce que l'on obtient. Ça, On on en dit est bien. convaincu. Alors, il y a Virginie qui a posé une question. Oui. Quand on emménage dans une maison qui n'a pas été habitée depuis longtemps et qui n'a plus d'âme, par quoi commencer par s'y sentir bien et la rendre plus à notre image? Alors, en premier lieu, on fait un grand ménage. Je ne parle pas que physiquement nettoyer la maison. Il faut après faire une purification. Alors, la purification, il y a plusieurs méthodes de purification. Moi, celle que je préconise toujours avant de mettre en place les remèdes feng shui suite à une consultation, je préconise le gros sel marin. Le gros sel marin, une poignée que vous mettez dans chaque coin de votre maison par rapport aux directions cardinales. Donc, vous mettez une poignée en sud, une poignée en nord, une poignée en est, une poignée en sud-ouest, etc. Vous laissez agir toute la nuit. Le lendemain matin, vous passez l'aspirateur et surtout, vous jetez le sac. Enfin, le sac qui est jetable, hein, pas celui qui n'est pas jetable. Voilà. Et ce qui fait que votre maison sera déjà purifiée. Ça, c'est une méthode. Après, il y a la méthode aussi des sons. Vous pouvez très bien purifier votre maison avec le bol tibétain. Voilà, bol chantant que vous mettez à hauteur du plexus et vous tournez jusqu'à ce que le son soit de plus en plus cristallin. Et le son va monter, monter, monter. Et ça va élever le taux vibratoire du lieu et ça va purifier l'espace. Mmh. Voilà. Il y a beaucoup de méthodes de purification. Et ces deux-là sont très importantes. Vous avez la sauge blanche, vous avez plein d'autres choses aussi. La sauge blanche à enfumer, non? À Oui, brûler? voilà, la sauge blanche qu'on brûle et puis on passe comme ça dans toutes les pièces. On fait même les placards, on nettoie partout et ça fait une purification. Je le conseille même ces purifications, même si vous êtes déjà dans les lieux depuis un petit bout de temps, mais si vous avez eu une querelle, si vous avez eu, surtout en cette période en ce moment, si vous avez eu une maladie, si vous avez été malade, voilà. Là, une fois que vous êtes guéri, attendez bien d'être rétabli, bien entendu, bah, vous faites toute la maison à la sauge blanche de façon à purifier les lieux. Merci. Tu nous parlais des couleurs et des formes qui pouvaient avoir un impact sur tout un tas de choses. Ouais. Est-ce qu'on peut réfléchir dans l'autre sens et en se disant que on va plutôt se concentrer sur la cuisine pour que ça apporte telle chose dans cette pièce. Ensuite, la chambre, on va y amener tels autres éléments, plutôt que de réfléchir sur les formes et sur les couleurs. Est-ce qu'on peut... je suis clair? Non, pas, je suis pas clair. Par exemple, la chambre, est-ce qu'on peut travailler par rapport à l'harmonie du couple dans la chambre? Est-ce qu'on peut travailler à la réussite professionnelle dans un bureau, tu vois, de Bien cette sûr, façon-là? mais attends, mais ce que tu viens de poser comme question, c'est l'essence même du feng shui. Voilà, j'ai tout Une compris. chambre de couple, il faut qu'on travaille sur le relationnel. C'est normal. Donc, une chambre de couple, bah, une chambre d'abord, pour commencer, une chambre de couple se doit d'avoir une certaine, comment dire, une certaine symétrie
il faut toujours avoir une tête de lit, parce que la tête de lit, c'est la protection. Ah oui. Voilà, il faut avoir 2 tables de nuit identiques et de même niveau avec la même lampe. Wow. Pourquoi? Parce que c'est la parité du couple. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. C'est la parité du couple. Voilà. Je rentre souvent dans des chambres sans savoir si la personne qui me fait venir, elle est mariée ou pas, je ne sais pas. Mais quand je vois un lit dans une encoignure, je sais d'avance que la personne est seule. Ou si je vois une seule table de nuit, je sais que la personne est seule. Bon, ça, c'est un Ouais, peu logique. c'est un peu du bon sens. C'est un peu du bon sens, on va dire. Mais je leur dis, mais surtout, 2 tables de nuit, Si vous important. voulez que quelqu'un vienne dans votre lit, écartez-le du Voilà. mur. Déjà, non. Puis déjà, une protection pour la tête. Je vois beaucoup de lits qui sont collés directement sur le mur. Il faut une protection. Déjà, quelque chose de logique. Hein. Si le soir vous lisez dans votre lit, si vous avez la tête qui est contre le mur, c'est pas très agréable. Déjà, c'est quelque chose de très, très logique. Oui. Oui. Après, on évitera aussi les lits séparés. C'est-à-dire, des fois, vous voyez un seul lit, mais en réalité, vous avez 2 sommiers et 2 matelas. Ça, niet. Non, 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 non. Un seul sommier, un seul matelas, une seule literie. Pas de lit électrique. On ne met rien sous le lit. Vous savez, ces grands tiroirs que l'on met sous le lit pour mettre Ah, plein c'est de... pratique quand même. Non, 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 non. Anti-feng shui. Anti-feng shui. Anti-feng shui. Il faut que le soir, quand vous dormez, la circulation du qi se fasse autour de vous. Elle passe sous le lit et revient, voilà, de façon à vous régénérer la nuit venue. Alors, une chose aussi très importante, hein, pas de miroir face au lit ou sur les côtés. Par contre, vous pouvez mettre un miroir derrière la porte de votre chambre, vous pouvez mettre un miroir dans le placard de votre penderie, voilà. Mais il ne faut pas, une fois que vous êtes dans votre lit, vous ne devez jamais vous voir dans un miroir. Ça absorbe votre énergie la nuit venue. Voilà. Après, dans une chambre aussi, pas de bureau, pas de PC, pas d'ordinateur. On évitera la tablette et le smartphone. Ça, je sais que je vais faire hurler quand je dis smartphone. Pas de smartphone dans la chambre. Là, les gens vont dire, mais elle est folle. Et pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité. Surtout, surtout, si les gens m'écoutent et qu'ils ont des enfants, surtout chez les enfants et les ados. Vous savez, moi, j'ai vu mes nièces, mes propres nièces dormir avec le smartphone sous l'oreiller. C'est terrible, les cerveaux sont en formation, il y a des connexions, il y a les champs électromagnétiques du téléphone, le fameux DAS que l'on trouve sur les téléphones, qui est, bon, maintenant ils l'ont bien réduit, mais il y a quelques années, il était très très important. Et ça a des répercussions terribles sur les petits cerveaux qui sont encore en fabrication, donc à éviter. Une chose aussi que les gens doivent savoir, c'est le radio-réveil. Le radio-réveil est très très néfaste. Très néfaste. Alors, vous prenez une petite pendulette pour avoir l'heure, vous balancez le téléphone, vous balancez le radio-réveil et vous mettez une petite pendulette à pile. Voilà. Et là, vous avez une chambre feng shui. Justement, quid des miroirs? C'est souvent quelque chose dont on entend parler quand on parle de feng shui. Ils doivent être où les miroirs s'ils ne sont pas dans la chambre? Alors, les miroirs, c'est un outil en feng shui qui est très, très important. Très important. La première des choses, jamais de miroir face à une porte ou une fenêtre. Pourquoi? Tout simplement parce que le chi va arriver, il va se projeter contre le miroir et comme un effet ping-pong, il se retourne et il s'en va. Il repart d'où il vient. Donc, à chaque fois que vous ouvrez votre porte d'entrée, si vous avez un miroir en face, le chi, hop, pouf, il repart. Une fenêtre, pareil, il part. Donc, pas de miroir face à et jamais de miroir face à face non plus, bien sûr, parce que c'est l'effet, ils n'arrêtent pas l'un l'autre de se renvoyer le chi et il ne peut plus circuler dans la pièce. Les miroirs sont aussi très intéressants dans les très longs couloirs. Pourquoi? Parce que le chi, quand il arrive dans un long couloir, il s'accélère. Et quand il s'accélère, il devient négatif. Alors, pour ralentir, on met un miroir, parce qu'il va déjà... le miroir a le pouvoir d'attrayer le chi. Donc, le chi va se jeter contre le miroir et il va partir après.
qui fait que ça va un peu comme s'il faisait une halte pour boire un verre et puis repart. Voilà. Voilà. Le chi, il faut absolument que sur le miroir, il vienne se mettre pour ensuite aller plus doucement vers la fin du couloir. Voilà. Très bien. Mm. Pour en revenir à la façon dont on purifie les lieux, Brigitte voulait savoir quelle preuve tu as que le sel marin purifie. Et également, est-ce que tu as des preuves des autres méthodes? Alors des preuves, les preuves, c'est pas moi qui les donne, hein, ce sont des scientifiques qui ont élaboré avec des appareils de mesure vibratoire de certaines pièces et ils se sont aperçus qu'après le nettoyage par le sel, le taux vibratoire d'une pièce était remonté. Donc, cette personne peut se référer à certains livres scientifiques qui expliquent bien toutes ces manières de purification qui ont été vraiment prouvées avec des appareils très sophistiqués. Parfait. Et tu peux nous expliquer, là, je trouve ça passionnant, on a fait la chambre, le bureau, d'autres pièces, je sais pas, des pièces, la La cuisine, cuisine. La cuisine. ouais, et Ben, la cuisine, peut-être des c'est. pièces plus atypiques. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait dans les toilettes? Ah, les toilettes, moi, je les est-ce qu'il y a le neutralise. feng shui des toilettes? Alors, le feng shui des toilettes, c'est d'abord fermer la cuvette, Eh la oui, battant. Toujours pour fermer la pas que le battant. chi s'en Ça, aille c'est déjà une question d'hygiène. Hein. Moi, quand je vois aussi. des gens qui ont chez eux la porte des toilettes ouverte et en plus la cuvette ouverte, je trouve ça aberrant parce que c'est comme si on se baladait un peu le pantalon en bas des jambes. Voilà, donc on ferme ces toilettes. S'il vous plaît, on ferme ces toilettes. Voilà. Donc, bon, vraiment, le maître Feng Shui expliquera que le chi peut partir par les canalisations. Si on laisse ouvert, le chi s'en va par les canalisations. Bon, c'est vrai que sans aller jusqu'à fermer toutes les bondes de vos lavabos, de l'évier, de la baignoire, de la douche, etc. On ne peut pas passer son temps à fermer toutes les bondes. Même moi, je le reconnais, je ne le fais pas. Mais c'est vrai qu'en étude, le maître nous explique qu'il faut fermer toutes les bondes, sinon le chi s'en va par les canalisations. Voilà. Mais pour en revenir à la cuisine, oui, il y a pas mal de choses à dire sur la cuisine. La cuisine, on a des éléments eau et des éléments feu. Il faut savoir que l'eau et le feu sont vraiment deux éléments antagonistes. Ils se contrarient l'un avec l'autre. Donc, il faut mettre au milieu, il faut mettre du bois. Alors, les éléments eau, on a bien sûr l'évier, on a le réfrigérateur, le congélateur, le lave-vaisselle. Et les éléments feu, bah, c'est le four, votre plaque de cuisson, etc. Donc, on essaye quand on fabrique sa cuisine, souvent on fait venir un cuisiniste ou on fait des plans chez le cuisiniste, on détermine feu d'un côté, eau de l'autre. Essayez de respecter ça. Une autre chose aussi à respecter, pour la personne qui cuisine, on ne met jamais la plaque de cuisson euh, où vous serez dos à l'accès, parce que vous êtes en position d'insécurité. C'est-à-dire, essayez de mettre votre plaque de cuisson à un endroit où vous voyez au moins latéralement une personne venir près de vous. Sinon, le remède, c'est de mettre un miroir ou alors une crédence réfléchissante dans votre cuisine, de façon à ce que vous puissiez au moins avoir le reflet si une personne arrive derrière vous. C'est tout à fait logique et il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Hein. Il simplement Mais être en ça marche protection quand aussi on pour le cuisine. bureau, on n'est pas Le assis bureau face, aussi. ouais, Évitez le bureau qui est face à un mur parce que avec la ça sortie dans le vous dos. il faut toujours avoir ce qu'on appelle en feng shui la salle claire, c'est-à-dire une partie bien dégagée devant soi, devant sa maison, devant son lit. On évitera une grande armoire au pied du lit parce que ça va vous casser la salle claire. Vous préférez mettre l'armoire à gauche ou à droite, mais pas en face du lit. Et alors, la cuisine, c'est pareil, il faut qu'il y ait une salle claire, donc il faut éviter d'avoir une personne, la protection, il faut qu'elle soit bien établie et ne pas mettre une personne en danger devant sa plaque de cuisson. Enfin, danger, il n'y a pas beaucoup de danger, mais enfin, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir une surface réfléchissante dans la crédence. Hmm. Voilà. Je continue un peu les questions qui nous sont Ouais. posées. J'ai beaucoup plus d'insomnie qu'avant.
Y a-t-il des éléments à regarder dans la chambre pour éviter ça? Alors, il y a d'abord l'état de votre literie, hein, et voir la literie, comment elle est. Mais enfin, bon, pour parler feng shui, il faudra vérifier si déjà il n'y a pas de. En dessous le lit, si c'est bien libre, s'il n'y a pas des rallonges électriques, des choses comme ça, s'il n'y a pas le radio-réveil à côté, s'il n'y a pas aussi ce qu'on appelle les flèches empoisonnées en feng shui. C'est-à-dire qu'il faut se méfier des chevets qui ont des angles saillants qui pointent vers le dormeur. Ça aussi, il faut faire très attention parce que c'est très, très négatif en feng shui. Ça peut perturber le sommeil, effectivement. Oui. Alors après, là, c'est là qu'intervient justement la radiesthésie. Si on voit qu'en feng shui, tout va bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de miroir à côté du lit, si la literie est bonne, si tout est dégagé sous le lit, c'est-à-dire que le qi circule bien la nuit venue, si on n'a pas de trop de matériel électro, genre imprimante, fax et ordinateur, et télévision dans la chambre, on vérifie tout ça. Et puis, si ça ne va pas, il faudra peut-être passer au sous-sol, c'est-à-dire faire une étude, voir si on n'a pas, le lit ne se trouve pas au-dessus d'un nœud du réseau Hartmann ou du réseau Curie, qui est perturbateur, ou s'il n'y a pas simplement une source sous la maison au niveau de la chambre. C'est toutes sortes de choses qu'il faudra vérifier. Une fois que le feng shui sera bon, aura été fait, on vérifiera le sous-sol. Voilà, c'est deux choses à faire. Ouais. Une question qui me vient là quand tu parles de sous-sol, si on est en appartement. Alors, il faut savoir que les réseaux Hartmann, ça peut remonter jusqu'à plusieurs étages. Il peut y avoir un nœud au réseau Hartmann ou au réseau Curie. C'est le réseau Hartmann, le réseau Curie, c'est des immenses filets invisibles dans lesquels baigne la planète et qui sont sans danger pour la planète. Où ça peut être perturbateur, c'est si on se trouve un long moment sur le nœud, sur la maille, au croisement des mailles. Voilà, je trouve les mots croisement des mailles. Si on reste, par exemple, quelques instants, c'est pas grave. Mais si on a, par exemple, un canapé qui est juste sur un nœud, ou alors si on a son lit, il y a certaines personnes à qui ça fera rien. Peut-être parce qu'ils auront des défenses immunitaires ou ils auront un taux vibratoire plus élevé, ça leur fera rien. Mais il y a d'autres personnes plus faibles qui auront vraiment des pathologies à cause de cela. Donc, il faut savoir déterminer si justement, par un radiesthésiste ou un géobiologiste, étudier s'il n'y a pas ce fait négatif dans le sous-sol. Et ça peut remonter à plusieurs étages. Ça, c'est comme les émanations du radon. Hein. C'est très négatif. Ça peut donner des problèmes pulmonaires. Et ça peut aller jusqu'à 7 étages. Les émanations peuvent remonter jusqu'à 7 étages dans un bâtiment. Il faut le savoir aussi, ça. Et ce qui se passe dans l'appartement d'en dessous, l'aménagement, la ville, est-ce que ça peut influencer Alors, non, ça n'influence pas, mais si vous avez des voisins qui sont négatifs, que vous ne ressentez pas, parce que c'est votre ressenti qui compte. Si vous avez des voisins en dessous avec qui vous vous entendez bien, mais qui font leur vie, même si elle ne correspond pas à votre style de vie, il ne se passera rien. Mais si vous avez une animosité avec un voisin, dans votre subconscient, ça va vous travailler négativement. Donc, il faut arranger cette situation par un dialogue avec le voisin pour commencer. Et puis, si on ne peut pas avoir de dialogue, il faut essayer de se protéger. Alors, c'est pas évident. Nous, on a les petits miroirs en feng shui, on a des miroirs convexes que l'on place, mais c'est surtout pour l'extérieur. Qu'on place à l'extérieur quand il y a une pathologie au niveau de l'environnement immédiat. Par exemple, un cimetière ou une ligne à haute tension ou un poteau électrique qui est juste face à l'habitation. À ce moment-là, on pose ce miroir convexe. Vous voyez ce que c'est, le miroir convexe, arrondi vers l'extérieur. Et ce miroir a la propriété de renvoyer les ondes négatives d'où elles viennent. Alors, quand il y a un voisin perturbateur, je fais mettre aussi ce miroir. Parce que toutes les pensées ou les énergies négatives que peuvent avoir ce voisin, on ne lui fait pas de mal, hein, mais on lui renvoie, hop, tu gardes chez toi tes pensées et ton effet négatif et nous, on s'en portera mieux. Voilà. Alors, Mamzelle aimerait avoir des précisions concernant la cuisine. Ah, bien volontiers. Alors, elle dit oui, mais si on met un miroir au-dessus de la gazinière
qui est elle face à une porte, le chi va partir? Point d'interrogation. Non, pas du tout. Au contraire, c'est souvent qu'il y a la plaque de cuisson, elle est de l'autre, du mur opposé à la porte. Mhm. Mur opposé à la porte. Ah, elle parle de la porte d'entrée peut-être. Bah, La de la porte d'entrée cuisine, ou la porte j'imagine. d'accès de la cuisine? De la cuisine, j'imagine, ouais. Non, mais non, non, ça, c'est pas. Si la gazinière est face à la porte d'entrée de la cuisine, Ah, avec un miroir au-dessus de la gazinière. non, 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 il va pas. Non, non. Ça lui permettra de voir, elle, ce qui arrive derrière elle, mais ça n'empêchera pas le chi de circuler quand même dans la pièce. De toute façon, au-dessus d'une gazinière, on ne va pas mettre un grand miroir, on va mettre quelque chose d'assez De petit. réfléchissant. Souvent, il y a des. Oui, réfléchissant, souvent une plaque d'inox, comme on fait dans les grands magasins suédois, pour ne pas le nommer. Il y a des grandes plaques en inox que l'on met derrière sa plaque de cuisson et qui permet de. Ça réfléchit, mais bon, ça n'empêche pas le chi de circuler dans la pièce. Super. Une autre, une autre question. J'ai énormément de livres, une immense bibliothèque et je stocke beaucoup d'objets. Est-ce que cela charge mon appartement? Alors, Alors, j'ai envie de compléter la question. Quels sont les effets sur le chi? Quelles sont les conséquences feng shui? hmm. Alors, pour ce qui est des livres, ça, je dis bravo. Plus on a de livres, mieux ça vaut. Avoir Ça quelqu'un nourrit qui le a une grande chi. bibliothèque, ah oui, 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 ça nourrit le chi. C'est du savoir, c'est de la connaissance. Le chi, il aime ça. Pas de Super. problème. Par contre, des gros meubles lourds et entasser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets, ça, je ne dis pas que c'est négatif, mais ça va ralentir la qualité, ralentir le chi et en diminuer la bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une certaine lourdeur. Le chi, je dis toujours, il faut l'imaginer comme la métaphore est un ruisseau qui rentre chez vous. Donc l'eau, elle doit couler de façon aisée, sans se répandre trop rapidement, par exemple dans un couloir, mais elle doit circuler de façon aisée, passer autour des meubles, circuler gentiment. Mais quand il y a beaucoup, beaucoup d'objets, ce ruisseau, il va se heurter. Plein d'objets, plein d'objets, plein d'objets, il va se heurter. Ce qui fait qu'à force de se heurter, la qualité diminue, diminue. À chaque heure, la qualité diminue. Et ce qui fait que ce n'est pas. Sans aller jusqu'au minimalisme, non, le feng shui, c'est pas du minimalisme. Hein, je le dis souvent aux gens qui croient qu'il faut que tout soit dépouillé. C'est pas du tout ça. Mais il faut quand même qu'il y ait une certaine légèreté dans votre habitat pour avoir une bonne harmonie, un bon équilibre. Il faut que les éléments soient en place, mais qu'ils soient en place de façon discrète et légère. Mamselle a dit merci. Merci, Et tu mademoiselle. as comment? Je dis merci, mademoiselle, pour vos questions. Et tu as aussi un coucou de Lio et de Isa. Oh, c'est gentil ça. Merci Isa, merci Lio. Euh, donc tu disais que que ce soit harmonieux, léger, sans trop surcharger, mais qu'on peut quand même un peu avoir d'objets. Qu'en est-il du ménage, de la poussière, tu vois, ce genre de choses? Est-ce qu'il faut nettoyer régulièrement les vitres pour que justement ça entre, ça puisse circuler? Alors le feng shui n'aime surtout, surtout pas la saleté et le désordre. Le feng shui aime la propreté, d'abord parce qu'il circule nettement mieux avec la propreté, et le désordre, c'est pareil. Si une maison est en désordre, ça fera autant d'éléments sur lesquels le flux du chi va se heurter. Une paire de chaussures dans l'entrée, des vêtements, boum, boum, ça se heurte. Après, on ne peut pas non plus vivre dans une maison complètement aseptisée où tout est rangé au millimètre. Hein. Il faut aussi qu'une maison vive. Hein. C'est tout à fait normal. Mais une fois elle a vécu, faut ranger. Tous les jours, il faut ranger, tous les jours, il faut nettoyer. Même un petit peu, mais tous les jours. Et après, bah, la vie est belle, il hein, faut vivre et puis profiter surtout de son habitat feng shui. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote, quelque chose euh, que tu as vu dans un habitat sans rien dévoiler de la vie des gens ou de la maison, mais quelque chose de rigolo par rapport à un aménagement et que tu as, par ton expertise, pu améliorer ou permettre une meilleure circulation
et à une meilleure harmonisation. Oui, on en revient à ce que je disais tout à l'heure au sujet des chambres d'enfants. J'ai souvent vu des chambres d'enfants qui étaient dans des états, je ne dis pas qu'elles étaient sales ou pas du tout, les gens étaient propres, mais je veux dire des chambres d'enfants qui ne correspondaient pas du tout à l'enfant, au caractère de l'enfant. C'est-à-dire, oui, j'ai vu des chambres de tout petits avec des couleurs criardes, des couleurs foncées, des objets pointus. Ce qui peut être aussi perturbant pour l'enfant, c'est maintenant, il y avait un peu cette mode des lits tentes, des lits tipis. Et ça, c'est pas bon du tout. Parce que un enfant qui faisait des cauchemars avait ce type de lit. Comme j'ai dit à la maman, j'ai dit, mais enlevez ça. L'enfant était complètement enfermé, il n'y avait aucune énergie qui circulait autour de lui la nuit venue. L'enfant était très perturbé. Il y avait en plus plein de gris-gris qui pendaient à cette tente qui surplombait son lit. C'était terrible. Donc, bon, ça peut être aussi quelque chose de très intuitif. Mais donc, je lui ai fait enlever tout ça. On a changé la tapisserie, on a changé de place le bureau, on a changé les rideaux, on a changé beaucoup de choses. Et oui, l'enfant a changé, son caractère s'est modifié. Oui, effectivement. Génial. Donc toi, tu interviens dans le Var, c'est ça, dans le sud de la France? Toute la région PACA. Toute la région PACA. Voilà, si je vais Feng au-delà, Shui PACA. Feng Shui, oui, Feng Shui 83, il va dans toute la région PACA. Je peux aller à l'extérieur aussi, mais bon, comme je dis, ça coûtera plus cher aux clients qu'en déplacement qu'en consultation. Donc, il vaut mieux rester dans sa région. Super. Ben, merci beaucoup. Merci Vincent. C'était vraiment passionnant, vraiment. J'ai adoré. C'est très enrichissant, ouais. C'était chouette. Oui, j'ai adoré. Merci. Comme pour tous les Conjariums, cette vidéo, ce live est consultable sur Facebook, sur la page de Conjarium. Il y aura aussi sur le blog la possibilité de continuer à dialoguer avec toi, à te poser des questions. Sur la page, on rappellera toutes tes coordonnées, ton site et ainsi de suite pour que les gens puissent continuer à discuter avec toi et puis te joindre s'ils en éprouvent le besoin. Voilà, merci. On remercie aussi toutes les questions qui ont été posées. On a une dernière question. Ben oui, évidemment. De Chris. Combien coûte une analyse de Josette? Une expertise. Une expertise de Josette. Alors, si c'est ça dépend du mètre carré, bien entendu. Mais en principe, il faut compter entre 200 et 400 à peu près. Ouais. Voilà, tout ça, c'est à voir en privé après avoir pris rendez-vous. Oui. Il y a des fourchettes de prix. Vous pourrez discuter de tout ça. Ouais. Bien sûr. Voilà. Mais l'harmonie n'a pas de prix. Voilà, mais oui. Surtout en ce moment où on doit vraiment faire attention à nos comme la santé. Oui, c'est très important d'être bien chez soi. Ouais. Oui. Surtout en ce moment, tu as tout à fait raison. Merci à toi, Vincent. Voilà, donc merci à Sandra qui était présente, merci à Véronique, Virginie, à Mamzelle, à Chris pour sa question, à Brigitte, qui y avait d'autres, il y avait Lio et Isa. Hein. Ouais. Merci à toutes les deux, voilà, et à très bientôt. Bientôt, au revoir. Au revoir, merci.